Bertrand Malevaux, bonjour. Bonjour. Vous avez pris l'habitude de nous surprendre avec vos vidéos, avec vos présentations de pièces rares, rarissimes, étonnantes. Vous avez eu l'occasion de nous présenter des choses très intéressantes. Je ne savais pas encore que vous faisiez dans la friperie. Vous allez nous raconter une histoire étonnante à partir d'un simple blouson en cuir. Alors en effet, c'est un blouson en cuir et à première vue, on pourrait imaginer qu'on a retrouvé ça chez un fripier en ayant racheté à des bikers qui auraient sillonné les routes de France à moto, sur des Harley-Davidson par exemple, avec ce type de blouson. La seule relation qu'il y a entre ces bikers possibles et le blouson, c'est finalement l'origine de la moto Harley-Davidson. C'est-à-dire que c'est un blouson américain, mais c'est un blouson d'un pilote de l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale. Tout démarre à Nantes. Moi, je suis expert, je suis marchand, et je suis installé à Nantes depuis toujours, et toute ma famille est installée à Nantes depuis toujours. Nantes est une des villes, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a subi des bombardements. Des bombardements des forces alliées, anglais, américains, pour bombarder le port de Nantes, qui était un port occupé par la Kriegsmarine, par les forces allemandes. Et le but était de détruire les installations pour permettre plus tard le débarquement du D-Day. La ville de Nantes a subi au total 28 bombardements pendant toute la Seconde Guerre mondiale, avec 442 alertes à la bombe. Les bombardements les plus connus sont ceux qui datent de 1943, dans les journées du 16 et du 23 septembre. Au total, plus de 1500 Nantais ont péri sous les bombes des Alliés. Ça fait partie de ces dommages collatéraux. Alors c'est une histoire toujours compliquée, parce que ce sont les libérateurs, et d'ailleurs la propagande allemande l'utilisera, qui finalement ont bombardé des civils français. Mais bien sûr, le but était de bombarder le port, ce qu'ils ont réussi, mais qu'en partie. En mai 1944, à la Libération, il y aura au total 12 bombardements qui seront effectués avant la Libération. Et notamment, il y aura un bombardement qui aura lieu le 15 juin 1944, mais ça, ce sera pour la fin de notre histoire. Un jour, je tombe sur une vente sur Internet où il y a ce fameux blouson en cuir qui est à vendre. Et il retient mon attention pour deux raisons. D'abord parce qu'il est présenté comme étant un blouson de pilote de forteresses volantes, les B-17 américaines. Donc ce sont ces forteresses volantes qui, entre autres, ont bombardé Nantes. Donc je trouve que ça fait partie de l'histoire locale. Qu'il y ait un insigne sur le blouson, vous voyez, un patch. Et ce patch indique que le blouson, a priori, on verra après si c'est vrai, appartiendra à la 8e Air Force, le 306e groupe et le 369e escadrille. Et il se trouve que cette escadrille, en effet, je le savais par les notes, a bombardé Nantes. Lors de la mise en vente, le vendeur indique que ce blouson appartient à un lieutenant de la 8e Air Force. Je me pose la question de savoir si ce blouson aurait été parmi ceux qui auraient survolé Nantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me porte acquéreur de ce blouson. J'apprends qu'il est accompagné d'un ensemble important de documents. Dans ce cadre-là, une expertise doit être faite pour voir si c'est juste, si c'est déjà un blouson de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on va voir que c'est un blouson qui a été créé dans les années 30, mais qui a survécu après la Seconde Guerre mondiale. Donc, est-ce qu'il date bien de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est un blouson qui a vraiment été porté par ce personnage que l'on affirme? Et est-ce que ce personnage était sur Nantes? Ce qui ajoute un intérêt pour moi par rapport à des blousons d'autres théâtres d'opération. Lorsque j'achète le groupe, je vais m'intéresser en premier lieu au blouson, l'analyse de l'objet. C'est un blouson de pilote de l'armée de l'air américaine, c'est le modèle A2. Les blousons américains, il y en a eu un certain nombre de modèles, on va dire 3 principaux, 5, puis des variantes. Le modèle appelé A2 est créé en 1931
Il est fabriqué pour l'armée américaine et exclusivement pour l'armée américaine. Au départ, il est fabriqué en cuir de cheval. La guerre va augmenter la demande, donc il sera par la suite fait en peau de chèvre ou de vachette. On l'a déjà dit plusieurs fois dans certaines vidéos, tous ces objets militaires sont d'abord des objets de guerre, des équipements, des uniformes qui doivent avoir une utilité. On voit bien qu'un blouson de cuir pour un pilote, on imagine bien que dans les airs, il faut se protéger du froid, du vent, etc. Mais il y a aussi un côté prestige. Et quand l'armée américaine choisit d'adopter ce blouson, c'est un blouson qui est très moderne pour l'époque. Je pense que beaucoup des gens qui nous regarderont auront ce blouson dans l'œil. On a parlé de motard en France, mais c'est un blouson qui est toujours porté par certains. Mais à l'époque, en 1931, c'est un blouson qui est très moderne parce que vous avez sous le col des boutons pression, ainsi que sous les poches. Et ces boutons pression, ils ont l'avantage de bloquer le col et les poches pour le vent. Chez les aviateurs, c'est important. Et donc, ça rend le blouson rigide, un peu comme une coque. Il y a une fermeture mécanique à l'avant, ce qui est nouveau. Et en bas des manches et de la ceinture, des bandes en tricotine qui vont permettre, alors elles le sont un peu moins aujourd'hui bien sûr, mais qui ont un rôle élastique. Là aussi, on comprend bien, c'est une combinaison. Ça empêche le vent de rentrer et de refroidir le pilote ou l'officier, enfin, ou l'aviateur. L'examen de l'objet permet de voir que c'est un objet d'époque, Seconde Guerre mondiale, une construction, le cuir, le patch est bien cousu d'époque. Il y a les grades au niveau des pattes d'épaule. Les pattes d'épaule, c'est cette partie en cuir qui est cousue. Il y a la petite barrette de lieutenant. Donc, on a déjà un objet qui est d'époque. On va le confronter à l'ensemble des documents qui l'accompagnent, parce que rien ne prouve que tous ces documents, ces médailles, ces livrets, ces diplômes, appartiennent à la personne qui a porté le blouson. C'est facile de reconstituer, enfin facile, c'est toujours possible de remettre des médailles avec un blouson et dire que c'est la même personne. Alors, on a déjà la photo de ce lieutenant à l'époque. Il est en uniforme d'officier de l'US Air Force. Il n'est pas avec son blouson, on est d'accord. Mais en étudiant tous les documents nominatifs de cet officier, on sait qu'il a en effet bien été affecté à cette escadrille. On a ici ses insignes, ses décorations, son insigne de casquette, à l'effigie évidemment des États-Unis d'Amérique, le patch de la 8e Air Force, son insigne breveté bombardier, sa plaque d'identité à son nom, donc c'est en aluminium, et on a le nom, le prénom Donald N. Carey. Deux décorations accompagnaient le lot. Il y a la médaille de l'air, et il y a une médaille pour la bravoure lors d'engagement pendant des missions en vol, des missions exceptionnelles. L'une a été créée en 1926, l'autre pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand on prend ces décorations, parce que bien sûr il y en a eu beaucoup de distribuées, on se rend compte qu'elles sont toutes les deux gravées, attribuées au nom du lieutenant Carey. Donc on a un blouson qui correspond, tous les documents nominatifs, les décorations nominatives, sa plaque d'identité, ses photos. Alors ça c'est une reproduction d'une photo originale, parce que la famille a voulu garder la photo originale, bien sûr. Et il y a aussi d'autres documents que je n'ai pas mis là, où il y a toutes ces notes qu'il a prises pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand j'ai acheté cet ensemble, j'ai questionné le collectionneur pour savoir où est-ce qu'il l'avait obtenu. C'était un collectionneur très intéressant, passionné, et souvent les collectionneurs ne sont pas que collectionnites. Il y a souvent des gens qui sont, historiens c'est peut-être un grand mot, mais enfin qui sont des chercheurs, qui sont des passionnés, qui vont faire des recherches sur les objets et qui vont essayer de retrouver les propriétaires de l'époque. Et ce monsieur, en fait, avait fait des recherches et il a réussi à aller aux États-Unis où il a rencontré Carey. Alors dans ce lot, il y a un petit album
alors un album moderne, dans lequel ce lieutenant lui a fait des reproductions de ses photos d'époque. Et dans ces photos d'époque, on le voit en tenue de pilote. Alors, il y a différentes tenues, donc ce n'est pas forcément le blouson qui est là. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce collectionneur a eu l'idée de faire une chose qui est rare, mais qui est formidable pour des objets où on a encore le contact avec le propriétaire d'époque. On a une photo donc d'époque de ce lieutenant Carré avec un autre blouson, un blouson plus simple qui n'a pas le patch. Mais par contre, quand il lui a vendu son blouson, il a réenfilé son blouson d'époque pour bien montrer que c'était le sien. Donc là, on a une attribution, une filiation, si je puis dire, absolument complète. Si on rentre un petit peu dans les documents, parce que l'histoire, évidemment, elle est intéressante, mais bon, est-ce qu'il a vraiment survolé Nantes? Alors, eh bien, il se rappelait de toutes ses missions, mais il en a fait quand même un certain nombre. Au total, il a fait plus de 30 missions. Et ce qui est intéressant dans l'ensemble de ces documents, c'est que on a la feuille qui liste toutes ses missions. Et dans ces missions, on voit que le 15 juin 1944, il a en effet survolé Nantes, il a bombardé Nantes. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que l'on voit qu'il y a une enveloppe des services secrets où il recevait ses ordres de mission. Et cette enveloppe a été envoyée principalement le 2 juin 1944, car lors des journées du 3, 4, 5 et 6 juin, ce lieutenant a fait les bombardements préparatifs au D-Day et il a bombardé aussi le D-Day. Et ce qui est intéressant sur cette feuille qui liste toutes les missions, puisque c'est une feuille qui reste au sein des forces américaines, donc les Allemands n'y ont pas accès, mais malgré ça, compte tenu que cette opération du D-Day était totalement secrète, eh bien, pour ces jours, la seule indication, vous voyez, on a par exemple le 2, Liège, Belgique. Là, le 15, on aura Nantes, France. Eh bien, du 3 au 6 juin, on a juste l'indication trajet spécial pour la France. Tout était codé. Donc, grâce à ces documents, eh bien, notre blouson, qui aurait pu être le blouson d'un cycliste qui parcourait les routes de Nantes ou de France, devient un blouson assez historique, surtout pour la ville de Nantes, mais beaucoup plus largement, c'est quand même un des pilotes qui a participé au D-Day. Que représente le macaron? Dans l'armée américaine, chaque groupe, chaque escadrille, chaque bombardier avait ce que l'on appelle, on va appeler ça un dessin, souvent tiré de la bande dessinée, choses comme ça. Et cet insigne était peint sur le nez des avions, donc ça s'appelait un Nosart. Et bien sûr, les pilotes étaient très fiers de l'insigne de leur avion. Et donc, chaque avion choisissait des insignes. On a des Mickey, on a des Donald, on a plein de choses. On a des animaux qui lancent des bombes. Enfin, c'est extrêmement varié. Il en existe autant qu'il en existe d'avions. Et on retrouve ça sur les chars, on retrouve ça sur les U-boats de la marine allemande, où là aussi, ils mettaient des insignes qui correspondaient à leur ville, qui correspondaient des caricatures de Churchill. Enfin, il y a tout ce côté imagerie. Et c'est vrai que venant des Américains, on a des images qui nous font penser aux dessins animés de l'époque et aussi aux bandes dessinées, aux films qu'ils ont faits, aussi de propagande. On voit sur la table un journal avec des photographies d'époque. Est-ce que ce sont des photographies représentant ce lieutenant ou ce sont d'autres choses? Ce sont des photographies qui représentent des soldats, des aviateurs du groupe auquel il appartenait, le 306e. Donc pas spécialement Carré, mais ses compagnons d'armes. En fait, ce journal, ce qui est intéressant, c'est que là encore, puisque c'est un ensemble cohérent, on peut prendre tous les éléments, il n'y a rien d'anachronique. Donc, il y a l'étiquette du journal qui l'envoie au nom de cet ancien combattant, donc on a son adresse, et donc le journal de son groupe, forcément, auquel il faisait partie. Et d'ailleurs, dans l'album photo
que je possède, on a les photos de M. Carret dans les salles de, régimentaires, les salles de souvenirs de ces différentes associations. Bertrand Malevaux, merci beaucoup. Merci.